Je me souviens de ce matin-là, comme si c'était hier. Ce genre de matin où l'air est lourd de promesses non tenues et de menaces voilées. La Rochelle, ce n'est pas une grande ville, mais les potins y circulent plus vite que la brise marine. Surtout quand il concerne le domaine de Rochefort. J'étais là debout dans ce qui allait devenir mon salon de thé, ma fierté, mon défi. Les murs à nu sentaient encore le plâtre frais. La poussière tapissait chaque surface. Et le silence, bon sang, le silence était assourdissant, amplifié par la une du journal local, froissé sur un carton devant moi. De la serpillière en marbre, la maîtresse du milliardaire ouvre son salon de thé. La nausée me prenait. C'est la vérité, apparemment. Pas l'effort, pas les sacrifices, pas cette idée folle que je méritais quelque chose, juste maîtresse. Comme si ma vie entière se résumait à une blague grasse, un secret de salon. C'était trop. J'avais les mains qui tremblaient, mais pas de froid. Non, c'était la colère, la peur aussi, un mélange aigre-doux qui me cognait le plexus. Quand la porte a grincé, j'ai levé la tête, le cœur en miettes. Julien Leroux, il était là, un peu flou dans la lumière matinale, comme une apparition. Son regard scrutait le désordre. Puis il s'est posé sur moi, et j'ai su qu'il avait vu l'article. Il voit toujours tout, d'une manière ou d'une autre. Marie. Sa voix était douce, à peine un murmure. Pas de condamnation, juste cette sollicitude qui me désarmait toujours. J'ai parlé au conseil. Le conseil. Ça, c'est une autre histoire. Une histoire compliquée qui sent la poudre et l'argent. Mais quand il a dit ça, c'est comme si un interrupteur s'était enclenché dans ma tête et soudain, j'étais revenu bien des mois en arrière. Tout avait commencé de la manière la plus absurde qui soit, pas vrai. Une simple invitation à un gala. Qui aurait cru que ça allait tout chambouler? Il faut dire que ma vie, avant tout ça, c'était le domaine de Rochefort, l'immense demeure de Julien, à La Rochelle. Moi, Marie Dubois, femme de ménage. Et Dieu sait que j'y mettais du cœur à l'ouvrage. Chaque matin, le même rituel. 6 heures passées, la maison commençait à s'éveiller. Une bête endormie, pleine de recoins silencieux. Les lumières chaudes derrière les grandes fenêtres, l'odeur du café frais flottant dans les longs couloirs où, à mon souvenir, aucun rire d'enfant n'avait résonné depuis des décennies. Les lustres en laiton scintillaient, pas parce que quelqu'un les remarquait, mais parce que je m'assurais qu'ils le fassent. Mon uniforme marine était impeccable, le tablier bien noué, les cheveux tirés en un chignon bas, toujours le même depuis mes 20 ans. Ça faisait 3 ans que je cirais ces parquets, et pas une seule fois je n'avais manqué un lundi, un jour férié, ou un jour où mes os me suppliaient de rester au lit. Dehors, le monde s'enveloppait dans une douce brume printanière. L'air de La Rochelle épais de jasmin et d'argent ancien. Dedans, j'essuyais les comptoirs en marbre pour la 2e fois, non qu'ils soient en salle, mais parce que l'immobilité me faisait trop réfléchir. Et ces derniers temps pensés, c'était ce souvenir de choses que j'avais enterrées profondément. Je jetai un œil à l'horloge. Encore 7 bonnes heures avant de pouvoir pointer. Tu vas les polir jusqu'à la fondation. La voix de Sophie résonna depuis le garde-manger, un brin moqueuse, amusée. Je lui accordai un faible sourire sans lever les yeux. Les mains oisives, ma belle. Les mains oisives méritent une pause de temps en temps, répliqua Sophie Morel. Elle travaillait au domaine presque aussi longtemps que moi. Elle était plus bruyante, plus rapide, toujours à fredonner des airs de gospel en frottant. Tandis que moi, je m'accrochais au silence comme à une armure, Sophie portait sa voix comme une écharpe, douce et toujours présente. « Tu as entendu ?» continua Sophie, entrant dans la cuisine avec un journal plié à la main. « Le gala du patrimoine de La Rochelle est de retour. Il l'organise le vendredi prochain au Conservatoire Sainte-Cécile. Toute la ville va grouiller de gens qui n'ont pas cuisiné un repas depuis 20 ans. » J'acquiesçais légèrement. Les gens chics font des choses chics. Et devine qui est sur la liste des hôtes? Sophie dit, les yeux clignotant vers le couloir.
Je n'eus pas besoin de demander. Julien Leroux, en tête de liste, et on dit qu'il va faire une grande annonce. Je marquais une pause, le chiffon s'immobilisant dans ma main. Bien sûr qu'il allait en faire une. Julien Leroux, l'homme discret qui possédait la majeure partie du front de mer de La Rochelle et qui avait l'habitude d'éviter toute lumière des projecteurs, allait organiser l'événement le plus public de la ville. Étrange. Encore plus étrange qu'il n'en ait parlé à personne lors du briefing du personnel. Mais d'un autre côté, c'était Julien. Il ne parlait que si c'était nécessaire, ne criait jamais, ne souriait pas, ne restait dans aucune pièce plus longtemps que nécessaire. La plupart des jours, je ne le voyais qu'en passant, dans l'escalier, sur la véranda avec un journal, ou dans son bureau à lire des contrats, la porte à moitié ouverte. « Sophie, il s'est jamais remarié ?» demandai-je soudain, me surprenant moi-même. « Non, pas depuis le décès de sa femme. »« Ça fait quoi, 15 ans? 16 ?» dis-je doucement avant de pouvoir me retenir. Sophie pencha la tête. « Tu le sais pourquoi? J'ai lu un article une fois, elle est morte jeune, d'un cancer. » Il y eut un silence, doux et long. Puis Sophie reprit, « Tu as encore ce ton-là. » Quel ton? Je m'éclaircis la gorge, celui qui se demande ce que ça ferait d'être vu sans être dévisagé. J'ouvris la bouche pour dévier le sujet, mais des pas lourds, lents, intentionnels, feindirent le silence. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. Julien Leroux se tenait à l'entrée de la cuisine, grand, les épaules carrées, dans une chemise blanche impeccable et un pantalon foncé. Pas de cravate, pas de veste, juste sa présence. Ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés, ses boutons de manchette discrets, son expression illisible. « Mademoiselle Dubois, » dit-il d'une voix égale, profonde mais basse, « puis-je vous parler un instant? » Sophie lança un regard écarquillé derrière son dos, puis disparut si vite que c'en était presque comique. J'essuyais mes mains sur mon tablier et me tournais pour lui faire face. « Bien sûr, monsieur. »« Dans le bureau, s'il vous plaît. » Je le suivis, le cœur serré dans ma poitrine. Le bureau de Julien était plus une bibliothèque qu'un bureau, lambris d'acajou, haute étagère, une cheminée qui n'avait pas été allumée depuis des années. Le soleil glissait à travers les rideaux de lin, traversant la pièce comme une vitre chaude. Il ne s'assit pas. Il se tenait près de la cheminée, les mains légèrement jointes. « J'ai une requête quelque peu inhabituelle, dit-il. J'attendis. « Je suis censé assister au gala du patrimoine vendredi prochain, continua-t-il. On fait pression pour que j'ai l'air abordable. Je haussai légèrement un sourcil. Abordable. Mon conseil pense que je dois corriger un problème de perception, expira-t-il, la chose la plus proche d'un signe de malaise que je lui ai jamais vu. Ils ont suggéré que j'amène une cavalière, quelqu'un qui n'appartient pas au cercle habituel. Le silence s'épaissit. Donc, vous voulez payer quelqu'un pour jouer votre cavalière? Demandai-je, d'un ton sec mais calme. Il ne broncha pas. J'aimerais vous le demander à vous, et j'aimerais vous dédommager. 5 000 €. L'air quitta la pièce. Je clignai une fois, 2 fois. Ma bouche s'ouvrit avant que ma fierté ne puisse la retenir. Pourquoi moi? Parce que vous êtes posé, posé, intelligent et que vous comprenez déjà la discrétion. Et parce que vous n'avez pas besoin de moi. Je le fixais. L'honnêteté de cette phrase me troubla plus que l'argent. Et qu'est-ce que j'aurais exactement à faire? Demandai-je avec prudence. Assister au dîner, vous asseoir à ma table, parler quand on vous adresse la parole, et avoir l'air de quelqu'un que j'apprécie. Une pause, rien de plus. Les mots n'étaient pas vulgaires. Il n'y avait pas de regard lubrique, pas d'implication. Et d'une certaine manière, c'était pire. Comme s'il pensait vraiment que c'était raisonnable. Comme s'il pensait que ma dignité avait un prix. Ma voix se fit lente et froide. Je nettoie vos sols, monsieur Leroux. Je fais vos lits. Je ne porte pas de robe de soirée et je ne souris pas pour les caméras.
Non, dit-il d'une voix calme, vous vous tenez mieux que quiconque je connaisse. Et j'ai déjà engagé une styliste pour vous aider si vous acceptez. Je le regardais, vraiment. Le grand Julien Leroux, maître d'une grande partie de la ville, demandant à sa femme de ménage de l'aider à paraître humain. J'aurais dû dire non. J'aurais dû partir, le menton haut et le dos droit. Mais au lieu de cela, j'ai dit « Je vais y réfléchir ». Son acquiescement fut un remerciement silencieux. Et c'est ainsi que Marie Dubois, veuve d'un mécanicien, nettoyeuse de plaintes, devint la femme la plus inattendue de la saison sociale de La Rochelle. Pas pour l'amour, pas pour la gloire. Pour 5 000 € et une question qui ne m'avait pas quitté depuis. Qu'est-ce que ça ferait d'être enfin vu? Cette nuit-là, le sommeil a refusé de venir. Je suis resté allongé dans le silence de mon petit cottage de 2 pièces, les murs nus, les rideaux pâles, une photo d'Ellis sur la commode. Le doux bourdonnement du ventilateur au plafond était mon seul compagnon. L'offre tournait dans mon esprit comme une chanson que je n'avais pas demandé à entendre. 5 000 €, je pourrais payer la facture de plomberie, remplacer les fenêtres fissurées, peut-être même envoyer un petit extra à Pierre sans que ça sonne comme un sacrifice. Mais ce n'était pas l'argent qui me tenait éveillé. C'était lui. La façon dont Julien Leroux m'avait regardé, non pas comme un cas de charité, non pas comme quelqu'un en dessous de lui, mais comme une solution. Une femme qu'on pouvait utiliser, emprunter, rendre sans question, mais aussi voir. Cette partie-là, je ne pouvais pas la démêler. Ce n'est que des mois plus tard, au cœur de cette folie qui allait devenir mon quotidien, que j'ai réalisé à quel point ce moment précis avait été un tournant. L'absurdité de tout ça. Un homme de cette stature, avec toute cette fortune et cette discrétion légendaire, qui se retrouve à demander à moi, une femme invisible, de le rendre abordable. Franchement, sur le coup, c'était un mélange de choc, de fierté un peu blessée, parce qu'il me prêtait clairement un prix, et d'une curiosité morbide. Et si, juste une fois, je pouvais voir ce monde d'en haut, voir comment ça se sentait. Dans ma jeunesse, du côté d'Arcachon, mes parents auraient crié à l'arnaque, au traquenard. Et peut-être que c'en était un. Mais ce n'était pas un traquenard commun, avec un prix affiché ou des menaces voilées. C'était un traquenard tout en subtilité, en sous-entendu, avec la promesse d'une visibilité que je n'avais jamais cherchée, mais que peut-être j'avais inconsciemment désirée. Est-ce que ce genre de défi n'était pas ce qu'il me fallait pour me secouer de cette routine qui m'engourdissait? Je ne sais pas. Toujours est-il que le choix, à cet instant, m'a paru à la fois insensé et inévitable. Au matin, la bouilloire siffla avant le lever du soleil. Je versai mon thé, m'assis à la table de la cuisine et fixai le silence. C'est Sophie qui le rompit. « Mon Dieu, ta tête !» dit-elle quand j'arrivais au domaine juste avant 8 heures. « Tu as dormi sur un lit de regret ou de secret? »« Les deux, » murmurai-je en me dirigeant vers la buanderie. Sophie me suivit. « Tu n'as pas dit ce qu'il voulait hier, juste qu'il a fait une offre. Quel genre d'offre? Une promotion? Une augmentation? Un voyage à Tahiti? » J'hésitais, les bras remplis de linge propre. Il veut que j'aille au gala avec lui. Je m'éclaircis la gorge. Sophie cligna des yeux, puis de nouveau. Comme, en tant qu'invité, j'acquiesçais lentement, comme m'asseoir à côté de lui dans une robe et boire du champagne avec le conseil. Exactement. La bouche de Sophie s'ouvrit, puis se referma, puis s'ouvrit à nouveau. Ce n'est pas une offre, ma fille, c'est un piège avec un quatuor à cordes. J'ai dit que j'y réfléchirais. Sophie me fixa. Marie, je te connais. Tu ne te poses pas la question pour de faux, tu y penses sérieusement. Quelle partie du rôle de fausse petite amie du milliardaire te semble réconfortante pour une nuit? La partie à 5 000 €. Ça coupa court à Sophie un instant, puis elle dit doucement, « Ça va? Vraiment? » Je pliai une serviette plus lentement que nécessaire. « Non, mais j'ai déjà été mal avant. »
Je montais les serviettes dans l'étage avant que Sophie ne puisse en dire plus. Le domaine était toujours calme le matin, mais ce jour-là, il ressemblait à un souffle retenu, comme si les murs eux-mêmes attendaient ma réponse. En milieu d'après-midi, je frappais à la porte du bureau de Julien. Il se tenait à la fenêtre, regardant les jardins arrière, les manches retroussées jusqu'au coude, le col déboutonné, décontracté, mais jamais négligent. « Vous avez décidé, dit-il sans se retourner. « Oui, il attendit. « J'irai, dis-je, mais seulement à certaines conditions. » Maintenant, il se retourna lentement. « Je ne serai pas coaché, je ne porterai rien d'inconfortable, je ne mentirai pas sur qui je suis. Et si quelqu'un me demande, j'assisterai en tant qu'ami, pas en tant que projet. » Il m'étudia. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous transformer en quelque chose que vous n'êtes pas. Vous l'avez fait, juste en le demandant. » Il ne discuta pas. Je respectais cela. « Je vous enverrai la styliste cette semaine, dit-il. Discrète, décontractée, et je garde l'argent même si je pars en plein milieu. » Oui. Le silence revint. Pas froid, juste plein. « Vous ferez très bien, » ajouta-t-il. Je lui jetai un regard. Je ne suis pas intéressé à faire très bien. Je suis intéressé à ne pas me perdre. Là-dessus, je me retournai pour partir. Sur le pas de la porte, il reprit. « Marie, je marquai une pause. Merci. » Je ne dis rien, sortant juste avant que ma gorge ne se noue. Avant le gala, j'ai passé un paragraphe entier à penser à Ellis. Parfois, la nuit, quand le sommeil me fuyait, je revoyais son sourire, sa façon de dire que je méritais toujours plus que ce que la vie me jetait à la figure. « Ne te contente jamais du minimum, ma belle, » il disait. Il le disait pour nos petites tracas du quotidien, les affaires avec le propriétaire ou les réparations de voitures. Mais là, dans le silence de ma chambre, le chuchotement des 5 000 € résonnait. C'était tellement plus que ce qu'il aurait jamais imaginé pour nous. Cette robe, ce gala, cette proposition insensée, c'était loin de tout ce que j'avais connu, loin de nos discussions sur les factures et les rêves simples. J'aurais tant aimé qu'il soit là pour me conseiller, pour me dire si je faisais la bonne chose en marchant vers l'inconnu, ou si j'allais simplement me brûler les ailes dans ce monde qui n'était pas le mien. Sa main chaude dans la mienne me manquait, son rire, sa présence. Le jeudi suivant, la maison avait changé, non pas en bruit ou en personnel, mais en regard. Sophie savait, Jean, l'avocat, savait probablement. Même le chef cuisinier du domaine avait commencé à envoyer 2 assiettes au lieu d'une quand je travaillais tard. Tout le monde savait que quelque chose se passait. Il ne savait juste pas quoi. La styliste, une femme nommée Léa, arriva le lendemain matin, tout en tissu fluide et douce assurance. « Vous êtes ravissante, dit-elle dès qu'elle me vit. N'essayez pas d'argumenter, laissez-moi simplement vous aider à harmoniser votre force. » Je soupirai, amusé. « Ai-je le choix? » « Bien sûr, » sourit Léa. « Mais vous serez choqué de ce qui se passe quand vous dites oui à la visibilité. » L'essayage fut discret, respectueux. Léa apporta des options simples. Soie sombre, ligne épurée, pas de sequins, pas de paillettes. Mais quand j'enfilais la robe bleu nuit, celle avec les manches courtes douces et la taille qui tombait juste bien, je me tournais vers le miroir et me figeais. Ce n'était pas la robe. C'était la façon dont je la portais, comme quelqu'un qui n'avait pas été oublié. « Respirez, » murmura Léa. « Vous avez le droit d'avoir l'air comme ça. » Plus tard dans la journée, je trouvais Sophie en train de plier des serviettes dans la cuisine de service. « Tu fais vraiment ça? » dit Sophie doucement. « Oui, tu es courageuse, tu sais. » Je suis terrorisé. C'est parfois la même chose. On ne s'est pas serré dans les bras, on n'a pas pleuré. Mais quand Sophie me tendit une petite pochette noire avec un minuscule thé brodé dans le coin, je ne me posais pas de questions. Je hochais juste la tête. Cette nuit-là, juste avant le coucher du soleil, le chauffeur s'arrêta à l'entrée latérale du domaine.
Je me tenais au pied de l'escalier, la robe à la main, les cheveux épinglés, doux et bas, un peigne en perles glissé derrière mon oreille. Le monde était devenu très calme. Je n'étais pas jeune. Je n'étais pas célèbre. Je n'étais pas ce que les caméras attendaient. Mais j'étais prête. Et quand Julien apparut d'en haut de l'escalier, dans un smoking taillé sur mesure, s'arrêtant à mi-chemin quand il me vit, vraiment me vit, il ne sourit pas. Mais il dit, de la voix la plus douce que je lui ai jamais entendue, « Vous êtes parfaite. » Je rencontrai ses yeux. « Vous aussi. » Il tendit le bras. Je le pris. Et ensemble, nous entrâmes dans la pièce la plus observée de La Rochelle. Pas comme une histoire, pas encore comme un scandale, mais comme deux personnes prétendant ne pas ressentir ce qu'aucune d'entre elles ne pouvait encore nommer. Le trajet en voiture jusqu'au Conservatoire Sainte-Cécile fut silencieux, pas gênant, juste épais de ce genre de silence qui retient trop de pensées. Je m'assis les mains jointes sur mes genoux, le satin de ma robe frais contre mes paumes. Julien était assis à côté de moi, calme, illisible, regardant le monde s'estomper derrière la vitre comme s'il ne valait pas la peine d'être retenu. L'odeur du gardénia flottait, venant de quelque part, probablement mon parfum, subtil mais présent. Je le regardai une fois. Sa mâchoire était serrée, pas tendue, juste ferme. « Vous faites ça souvent ?» demandai-je finalement, ma voix une douce interruption. Il ne me regarda pas. « Quoi? Apparaître en public et faire semblant d'être à l'aise. » Il expira, presque un petit rire. J'essaie d'éviter les deux. Alors pourquoi ce soir? Une pause. Mon conseil pousse un nouveau projet, une initiative de redéveloppement. Ils veulent que j'aie l'air affable, accessible. Il se tourna enfin vers moi. Quelqu'un à qui ils confieraient le quartier de leur grand-mère. Je haussai un sourcil. Donc, je suis la grand-mère. Non, dit-il rapidement. Vous êtes la confiance. Ça me prit au dépourvu. Il le pensait, je pouvais le dire. Avant que je ne puisse répondre, la voiture tourna lentement et le conservatoire apparut. Vert, lumière et or débordant de chaque arche. Un quatuor à cordes jouait près de l'entrée. Des caméramens traînaient près des cordons de velours. Les serveurs se déplaçaient comme des fantômes. Le chauffeur se gara. Un valet ouvrit la porte. Julien sortit le premier, se tourna et tendit la main. J'hésitai juste une seconde, puis je me la pris. Les flashs n'étaient pas aussi bruyants que je l'avais craint, mais les regards, ça, c'était pire. Des dizaines d'entre eux, tous pointés, tous à jauger. Mon sourire était petit, contrôlé. Le gala était plus beau que je ne l'avais imaginé. Des lumières blanches tendues comme des constellations au plafond de verre, des tables fleuries de centre de table. Tout était doux et brillant. Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était mon cœur battre à mes oreilles. Un serveur passa avec du champagne. Je refusai. Julien me guida à travers la foule, la main doucement dans mon dos. Je ne reconnaissais personne, mais ils semblaient tous le connaître. Et aucun d'eux ne me regarda plus d'une seconde sans qu'un jugement ne vacille derrière leur sourire. Des chuchotements nous suivirent comme un parfum. Elle n'est pas d'ici. Ce doit être une consultante. Est-elle son assistante? Son amie? Je fis semblant de ne pas entendre jusqu'à ce qu'une voix me transperce juste derrière moi. Je ne savais pas qu'il engageait des amusements. Je me figeai, mais avant que la piqûre ne se dépose, Julien se retourna. Il n'éleva pas la voix. Il ne s'offusqua pas. Il dit simplement clair et froid, « Marie Dubois est mon invitée. Si cela ne suffit pas à mériter votre politesse, n'hésitez pas à trouver la sortie. » Le silence qui suivit fut aigu. Je ne regardais pas qui il avait interpellé. Je m'éloignai, la tête haute, la gorge serrée. Julien me rattrapa une seconde plus tard. « Je suis désolé. Vous n'avez pas besoin de me défendre, » dis-je doucement. « Je ne suis pas d'accord. » Je m'arrêtais près du bord de la salle de bal où une petite pièce latérale donnait sur une terrasse de jardin. La lumière des bougies vacillait contre les fenêtres.
Je ne suis pas faite pour ça, dis-je, la voix tremblante malgré moi. Je repasse le linge. Je nettoie derrière les souvenirs des autres. Je ne suis pas une pièce d'échec dans votre jeu public. Il me regarda, et pour une fois, le masque tomba. Je ne vous ai pas demandé de venir jouer un rôle. Je vous ai demandé parce que je vous fais confiance pour être qui vous êtes, et j'ai pensé que cela pourrait me rappeler qui je suis aussi. Je le fixais, sans cligner des yeux, sans respirer. Il y avait quelque chose là. Pas de romance, pas encore, mais quelque chose de réel. Avant que je ne puisse parler, une douce voix interrompit. « Marie !» Je me retournai. Une femme se tenait près de l'arche du jardin, élégante dans une robe argentée. Ses cheveux étaient relevés, son expression stupéfaite. Il me fallut une seconde. Clara Lenoir de l'ancien quartier. Nous avions grandi dans le même pâté de maison, partagé les services du dimanche, assisté au mariage l'une de l'autre, puis la vie nous avait séparés. Clara sourit, se reprenant rapidement. J'ai failli ne pas te reconnaître. Ça fait quoi, 15 ans? 17, dis-je doucement. Les yeux de Clara glissèrent vers Julien. Je ne savais pas que vous étiez avec Monsieur Leroux. Je l'accompagne, dis-je prudente. Le sourire de Clara fut poli. Eh bien, vous êtes ravissante. Merci. Il n'y avait rien de cruel dans le ton de Clara, mais quelque chose me piqua quand même. Après qu'elle soit partie, je sortis prendre l'air. Le jardin était calme, éclairé par des guirlandes lumineuses et le clair de lune. Je me tins près d'une haie taillée, observant la brise soulever les feuilles. C'était trop. Tout. Je n'entendis pas Julien derrière moi avant qu'il ne parle. « Ça va? » Non. Je me tournai vers lui à vif. « Je n'ai pas ma place ici, Julien. Non pas parce que je ne suis pas assez bien, mais parce que ce monde ne veut pas que j'y aie ma place. Vous pouvez vous permettre de ne pas vous soucier de ce qu'il pense. » Moi non. Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Je ne me suis jamais soucié de ce qu'il pensait de moi. Mais vous vous êtes soucié de ce qu'il pensait de moi, n'est-ce pas? » Les yeux cherchèrent en les siens. Il ne répondit pas. C'était suffisant. Je secouai la tête. C'était une erreur. Je me tournai pour partir, mais sa voix basse et calme m'arrêta. Je me soucie de ce que vous pensez de moi, Marie. Je me figeai, la musique à l'intérieur se transformant en quelque chose de lent, de lancinant. Je ne me retournai pas. Pas encore, mais mon souffle se coupa. Ma main trembla à mon côté. « Alors ne me faites pas me sentir comme un déguisement, » dis-je, la voix rauque. « Vous ne l'êtes pas, » dit-il. « Vous êtes la seule chose ici qui semble honnête. » Je laissai cela planer, puis je me retournai finalement pour le regarder. Et pour la première fois depuis que j'avais enfilé la robe, je le crus un peu. Assez pour rester. Le lundi suivant, je suis revenu au domaine de Rochefort comme si rien n'avait changé. Je me suis garé à ma place habituelle près des magnolias. Je suis sorti en portant les mêmes chaussures confortables que tous les jours et je suis passé par l'entrée de service. La robe de soirée était rangée. Le jardin sur le toit était loin et l'odeur du champagne s'était depuis longtemps estompée. Mais quelque chose en moi était différent. La cuisine sentait la mélisse fraîche et le pain qui levait. Sophie leva les yeux du comptoir, de la farine sur son tablier, les manches retroussées jusqu'au coude. Elle me lança un long regard, sourcils levés. « Alors, » dit Sophie, « tu vas en parler ou je dois commencer à deviner? » Je souris faiblement et posai mon sac. Il n'y a rien à dire. « Oh, je t'en prie. » Tout le personnel rafraîchissait les réseaux sociaux comme si c'était la soirée bingo. Toi et Monsieur Leroux, on aurait dit une couverture de magazine. J'enfilai mon tablier et commençai à plier les torchons. C'était juste une nuit. Oui, juste une nuit. Et maintenant, le couloir de l'aile des invités sent le cèdre et la peinture fraîche. Je marqua une pause. Quoi? Apparemment, quelqu'un emménage dans la suite ouest. Jeanne a dit qu'elle était convertie en suite exécutive longue durée. Sophie fit des guillemets en l'air. On dirait une préparation pour une compagnie, si tu me demandes.
Je secouai légèrement la tête et sortis le linge plié de la pièce, mon pouls battant la chamade. La suite West n'avait pas été utilisée depuis des années. Trop belle pour des invités ordinaires, trop personnelle pour des clients. Si Julien l'aménageait maintenant, ça signifiait quelque chose. Mais je n'osais pas demander quoi. À midi, je fus convoqué au salon de verre, non pas par un mot, ni par Sophie, mais par Julien lui-même. Je le trouvais assis près de la fenêtre, une tablette à la main et un café à moitié bu à son coude. La lumière l'encadrait, adoucissant délicatement les lignes de son visage. Il leva les yeux en me voyant entrer. « Fermez la porte », demanda-t-il. Je le fis, puis me tins là en attente. « Je voulais savoir ce que vous avez ressenti lors du gala, » dit-il. « Vraiment. » Je m'assis lentement en face de lui. « Vous avez vu ce que j'ai ressenti. J'ai vu comment vous avez géré la situation, et c'est différent. » Je marquai une pause. C'était compliqué. Julien acquiesça. C'est honnête. Je ne m'attendais pas à ce que ça remue autant de choses en moi ou autour de moi, mais je ne regrette pas d'y être allé. Il m'étudia. Quelque chose comme un soulagement vacillait dans son expression. Moi non plus. Le silence s'étira, puis je demandai « Pourquoi changez-vous la suite West ?» Sa mâchoire se serra légèrement. « Vous avez entendu parler de ça? » Difficile de ne pas le faire. Il posa la tablette. Je fais venir une nouvelle consultante en opération pour le projet de développement communautaire. Elle passera beaucoup de temps sur place, Bois-Pomme. Je clignai des yeux. Vous n'avez pas mentionné avoir embauché quelqu'un. Je ne l'avais pas prévu. Alors qu'est-ce qui a changé? Il hésita. Je me figeai. Vous m'avez rappelé que j'ai passé trop de temps à construire des choses derrière une vitre. Cette prochaine phase, revitaliser les communautés, restaurer de vieilles propriétés, ça a besoin de quelqu'un d'ancré. Quelqu'un qui comprend les vrais gens. Je le fixais, ne sachant si je devais être flatté ou méfiante. Et vous pensez que cette personne fera ça? J'espère. Il y avait plus qu'il ne disait, je le sentais. Je ne cherche pas à faire partie de votre prochain projet, Julien, dis-je prudemment. Je ne vous demande pas de l'être. Vous déplacez des pièces. J'essaie de construire quelque chose qui dure. Ma gorge se serra. C'est une belle phrase, mais je m'éclaircis la gorge. Ça ressemble à un argument de vente. Maintenant, c'était à son tour de marquer une pause. Je ne vends rien. J'apprends de vous. Il rencontra mes yeux. Oui. L'air entre nous se modifia de nouveau, comme une porte qui s'ouvre doucement, mais avant que je ne puisse répondre, des pas approchèrent de la porte. Un doux coup. Sophie passa la tête. Désolé d'interrompre. Solange est là. Je clignai des yeux. Sophie acquiesça. Elle est dans le grand salon. Julien se leva immédiatement. Elle n'était pas attendue. Il partit sans un mot de plus. Je suivis quelques minutes plus tard, glissant dans le couloir et descendant les escaliers, juste à temps pour entendre la voix de Solange, portée par les portes ouvertes. « Tu compliques les choses, mon oncle. » Je m'arrêtai, juste hors de vue. « Tu ternis la marque, » continua Solange. « J'ai travaillé trop dur à repositionner cette entreprise pour te regarder laisser ton chagrin et tes distractions la faire dérailler. » « Il ne s'agit pas de chagrin, » répondit Julien, la voix tendue. « Tu as amené une femme de ménage à un gala de donateurs. Ce n'est pas un accessoire, Solange. Tu crois que le conseil le voit de cette façon? Il parle. Tu as passé toute ta carrière au-dessus du bruit, et maintenant tu t'y aventures comme si ça n'avait pas d'importance. » Il y eut un silence, puis Julien dit « Peut-être que c'est exactement ce que je dois faire. » Mon souffle se coupa. Solange ricana. « Tu laisses les sentiments te guider. Ce n'est pas durable. » « Je me laisse guider par l'honnêteté, dit-il. Et si ce n'est pas durable, peut-être que la structure doit changer. » Je reculais doucement, le cœur battant. Ce n'était pas la dispute qui me troublait. C'était d'entendre mon nom, ma présence, perturber le monde intouchable où j'avais été invisible si longtemps. Plus tard dans la cuisine,
Sophie leva les yeux en me voyant entrer. Tu as l'air de sortir d'un sermon sans savoir s'il était pour toi ou non. Je m'appuyais contre le comptoir. Peut-être que oui. Sophie s'essuya les mains et me tendit un petit pain chaud sorti du four. Tu sais que tu n'as pas à porter tout ça seul, n'est-ce pas? Je ne le suis pas. Tu es sûr? Je fixai le petit pain dans ma main un instant, puis dis, je crois que quelqu'un commence à le porter avec moi. Et je ne dis pas qui. Je n'en avais pas besoin. La lumière dans le bureau de Julien était différente ce soir-là, tamisée, douce, plus dorée que d'habitude. Je l'ai remarqué dès que j'y suis entré. Pas le genre de lumière sous laquelle on travaille, mais celle qui persiste, qui attend. Je ne m'attendais pas à être convoqué, pas formellement. Mais Sophie était apparue dans le couloir juste après 7 heures, balayant de la farine de ses manches et disant doucement « Il te demande ». J'hésitais. Sophie me lança juste un regard entendu. Il n'est pas le seul à vouloir savoir ce que c'est. Alors je suis allé. Julien se tenait près de la fenêtre quand j'arrivais, tenant un verre de quelque chose d'ambré qui captait les derniers rayons du soleil. Dehors, les branches du vieil orme se balançaient, ses feuilles bruissaient faiblement comme une pensée inexprimée. « Vous avez dit que vous vouliez parler, dis-je, gardant ma voix stable. » Il se retourna. Oui, je restais près de la porte, les bras lâchement croisés, les yeux vifs. « Il s'agit de Solange? » « Non, dit-il, il s'agit de vous, de nous, si tant est que ce soit quelque chose. » J'expirais lentement et m'avançais dans la pièce, le tapis étouffant mes pas. Vous avez tout un monde qui bouge quand vous parlez. J'ai des factures, un robinet qui fuit et un grand-fils qui pense que je mérite la lune, mais qui sait que je ne lui demanderai pas un morceau? Nous ne nous déplaçons pas exactement dans la même orbite. Il posa le verre sans boire. Et pourtant, dit-il, vous êtes la seule personne qui fait de cette maison plus qu'un monument. Je le regardais, ne sachant si je devais battre en retraite ou respirer plus profondément. Ça a commencé comme une faveur, dis-je, un arrangement à 5 000 €, une nuit, un costume, une robe. Il acquiesça. Et maintenant, c'est ce que j'essaie de comprendre. Il s'avança lentement, s'arrêtant juste avant moi, sans tendre la main, sans toucher, juste debout dans l'espace entre la vérité et la confession. Je ne sais pas comment faire non plus, avoua-t-il. J'ai passé des années à me protéger avec la structure, la routine, la distance. Mais quand vous êtes entré dans cette salle de bal, je n'ai pas vu une employée. J'ai vu quelqu'un que je ne voulais pas cesser de regarder. Ma poitrine se serra. Vous êtes sûr que ce n'est pas juste la solitude déguisée en appréciation? Sa voix était douce, ça a peut-être commencé comme ça, mais ça n'est pas resté là. Ils se tiendront là, incertitude, poids, affection calme mêlée de peur. Je tiens à vous, Marie, dit-il finalement, et non pas parce que vous me facilitez la vie ou que vous me donnez plus d'ancrage, mais parce que quand vous êtes dans la pièce, je cesse de penser à ce que j'ai perdu et je commence à me souvenir de ce qui était possible. Ça m'a presque anéanti. Pas parce que c'était dramatique, mais parce que ça ne l'était pas. C'était simple, clair, honnête. Et pour quelqu'un qui avait vécu une grande partie de sa vie à être ignoré, dépassé, remercié uniquement par des fiches de paye, ce genre de regard était presque insupportable. Je reculais, le cœur battant. J'ai besoin de temps. Vous en aurez. J'ai besoin d'espace. Je n'essaie pas de vous l'enlever. Je le regardais vraiment, et je vis l'homme derrière le costume. Pas le milliardaire, pas la une, juste Julien. Vous avez bâti votre vie sur des décisions prises rapidement et exécutées parfaitement, dis-je. Mais je ne bouge pas comme ça. Je ne veux pas la perfection, dit-il. Je veux la réalité. Je serrai les lèvres. 1000 pensées se bousculant. Vous ne faites pas entrer une femme comme moi dans votre monde juste pour une saison, Julien. Ce n'est pas un détour pour moi. C'est tout. Il acquiesça, son expression sérieuse.
Et je n'ai pas l'intention de traiter cela à la légère. Je me tournai vers la porte, m'arrêtai, puis demandai « Que se passe-t-il quand les gens autour de vous ne l'acceptent pas ?» Sa voix me suivit comme un vœu. Alors, ils apprendront à le faire. Je ne répondis pas, mais mes doigts s'attardèrent sur la poignée de la porte une seconde de plus que nécessaire. Le lendemain matin, j'étais dans la buanderie en train de plier des serviettes fraîches quand mon téléphone vibra. Un message de mon fils. « Pierre, maman, je t'ai vu en ligne, photo du gala. Tu étais magnifique. Je suis fier de toi, maman, même si je ne sais pas encore ce que ça signifie. » Je fixai l'écran, une boule se formant dans ma gorge. Puis un autre message suivit. « Dis-lui de ne pas tout gâcher. » Je souris. Juste un peu. Plus tard dans la journée, je me promenais dans le jardin arrière quand je remarquai la porte de la suite ouest entr'ouverte. J'avais l'intention de l'éviter. Trop de chuchotements, trop de curiosité. Mais quelque chose m'attira. J'entrai. Ça avait changé. Des tons chauds, un petit bureau, un fauteuil moelleux près de la fenêtre, un vase avec des iris frais sur le rebord. Et dans le coin, une photo encadrée. Ellis, mon défunt mari, souriant dans un smoking emprunté, un sourcil levé comme s'il connaissait un secret que personne d'autre ne connaissait. Ma main se porta à ma poitrine. Sur le bureau, une note. Je ne voulais pas présumer, je voulais juste que vous sachiez. Je vous vois tout à un tiers. Je m'assis dans le fauteuil, les mains tremblant juste assez pour le remarquer. Ce n'était pas un cadeau. C'était une question. Une porte entr'ouverte. Et pour la première fois depuis des années, Marie Dubois n'eut pas l'impression d'avoir à frapper. La pluie commença doucement, à peine une brume effleurant les hauts des haies du jardin et saupoudrant les larges marches de pierre devant le domaine de Rochefort. Au moment où je me tenais sur la véranda, tasse de café à la main, elle s'était épaissie en une bruine régulière. Je la regardais tomber, lente et argentée, le genre de pluie qui vous invite à l'immobilité. J'aimais ces matins-là, calmes, sans hâte. Cela me rappelait les dimanches à Arcachon avant que tout ne tourne mal. Avant l'AVC d'Ellis, avant le déménagement à La Rochelle, avant que je ne prenne un travail à nettoyer des maisons avec plus de chambres que de personnes. Maintenant, cet endroit, c'était toujours le sien, celui de Julien. Mais quelque chose en lui commençait à se pencher vers moi. L'air bougea derrière moi. Je ne me retournai pas. Je n'interromps pas, n'est-ce que pas? Sa voix profonde, douce. Non, dis-je, juste perdu dans mes pensées. Julien se plaça à côté de moi, les mains dans les poches de son manteau. À quoi? Je pris une gorgée. À quel point il est étrange de se trouver au bord de quelque chose et de ne pas savoir si avancer va me construire ou me briser. Il ne répondit pas tout de suite. La plupart des choses qui valent la peine d'être construites risquent la rupture. J'acquiesçai lentement. Ça ressemble à quelque chose que vous avez l'habitude de dire. Il sourit. Peut-être. Ils restèrent dans le doux silence, la pluie tambourinant doucement sur le toit du porche. J'y pensais aussi, dit-il après une pause. Dangereux. Je lui jetai un regard. Voulez-vous rester Marie ici au domaine? Je me tournai vers lui, surprise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, au-delà de votre rôle actuel, je veux vous offrir quelque chose de plus permanent, de plus personnel. Pas en tant qu'employé, mais en tant que personne qui appartient ici. Je clignai des yeux. Appartenir. Il soutint mon regard. Cette maison a eu l'air d'un musée pendant des années, depuis le décès de Clara. Je l'ai remplie de gens qui partaient à 5 heures et de pièces que personne ne touchait. Puis vous êtes venu et vous avez réorganisé le placard à linge comme si ça importait. Et j'ai réalisé que je voulais que ça importe de nouveau. Ma prise se resserra légèrement autour de la tasse. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, dis-je doucement. Je sais, je ne veux pas être un beau moment qui s'estompe quand les choses se compliquent. Vous ne l'êtes déjà pas. Je détournai le regard. Et Solange le conseille. Les gens qui pensent que tout ça est une œuvre de charité qui a dérapé. Julien s'approcha, sans réduire l'espace entre eux, mais en l'ancrant.
J'ai passé une vie à faire en sorte que les gens soient à l'aise. Mais le confort n'est pas la même chose que la justesse. Mon souffle se coupa. Je voulais le croire. Je voulais entrer dans cette version de la vie où l'amour ne venait pas avec des astérisques ou des réserves murmurées, mais des années à être ignoré, à ravaler ma voix, à survivre. Il ne se taisait pas facilement. Juste à ce moment, Sophie ouvrit la porte arrière, tenant une serviette. Vous comptez attraper un rhume ou je dois encore faire ma mère? Je souris, prenant de la serviette. Tu ferais la mère à la lune si tu pouvais l'atteindre. J'essaierai, dit Sophie, puis ses yeux changèrent. Oh, Marie, ton fils est là. Il est dans le foyer. Je me figeai. Pierre. Sophie acquiesça. Il n'a pas appelé. Il a dit qu'il était en ville et qu'il voulait te faire une surprise. Je sentis mon pouls s'accélérer, les nerfs et la joie s'en mêlant en quelque chose de désordonné et rapide. Julien recula instinctivement. Prenez votre temps. Je lui lançai un regard reconnaissant et disparus dans la maison. Pierre se tenait près du grand escalier, plus grand que dans mes souvenirs, les épaules larges, les yeux vifs, avec cette même énergie de gamin qu'il n'avait jamais tout à fait dépassée. Il se retourna la seconde où il me vit et me sourit. « Salut, maman. » Je le serrai dans un câlin qui dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. « Qu'est-ce que tu fais là? » Il recula, haussant les épaules. « J'avais du travail à Bordeaux. J'ai pensé que je ferais un crochet et que je jetterais un œil au mystérieux homme qui fait les gros titres avec ma mère. » Je roulais des yeux. « S'il te plaît, ne commence pas. »« Je ne juge pas, » dit Pierre, s'adoucissant. « Tu avais l'air heureuse sur ces photos. J'avais juste besoin de le voir par moi-même. » Nous marchâmes dans le hall vers le petit salon, le bruit de la pluie chuchotant encore sur les fenêtres. « C'est grave ?» demanda-t-il. J'hésitais. « Je ne sais pas, avouai-je. On dirait que je marche sur un pont de dehors. Belle vue, mais chaque pas me fait me demander si je vais tomber. » Pierre acquiesça lentement. « Tu sais ce que dirait papa? » Je souris. « Dis-moi. » « Mieux vaut tomber en essayant que de rester où tu es à faire semblant. » Ma gorge se serra. Il ajouta. « Je veux juste que tu sois là où tu es apprécié. » « Je le suis, dis-je. Pour la première fois depuis longtemps, je crois que je le suis vraiment. » Juste à ce moment, Julien apparut sur le pas de la porte, incertain s'il devait interrompre. Pierre regarda. Les deux hommes échangèrent un long regard silencieux. Puis Pierre se leva et tendit la main. « Je suis Pierre Dubois. » Julien la prit. « Julien Leroux, heureux de vous rencontrer. » Silence, pas froid, juste prudent. Pierre regarda sa mère. « Je vais vous laisser parler. » Il partit avec un hochement de tête et un petit sourire. Je le regardais partir, le cœur rempli et endolori à la fois. Julien s'avança, la voix douce. « Vous avez élevé un homme bien. » Je le regardais. J'ai essayé. Nous nous tîmes au centre du petit salon, la tempête s'adoucissant dehors, le monde faisant une pause. « Vous n'avez rien à décider ce soir, dit-il. Je sais, mais quand vous le ferez, je serai là. » Et pour la première fois, je crus que ce n'était pas juste quelque chose qu'il disait pour être gentil. Il le pensait. Tout. Ce soir-là, assis seul dans le jardin, mon manteau sur les épaules, une tasse de thé tiède dans les paumes, le vent avait tourné, plus frais, plus vif. Un calme avant le changement des saisons. Je le sentais, pas seulement dans l'air, mais aussi en moi. Quelque chose tournait. Que ce soit une ouverture ou une fermeture, je ne le savais pas encore. La maison derrière moi était éclairée, chaleureuse, vivante. J'entendais une douce musique venant du salon, le cliquetis des verres de quelque part près de la terrasse arrière. Julien organisait une petite réunion, des partenaires proches, quelques membres du conseil municipal, quelqu'un de la société de préservation, des gens qui comprenaient les enjeux de son projet de redéveloppement du centre-ville, des gens qui observaient aussi chacun de ses mouvements. Je n'avais pas prévu d'y assister. J'étais dans le jardin seulement parce que c'était le seul endroit où personne ne me chercherait.
Sauf que la porte arrière s'ouvrit en grinçant. Je ne me retournai pas, mais je n'en avais pas besoin. Ses pas étaient familiers maintenant, fermes, confiants sans être lourds. Vous vous cachez? Demanda Julien doucement. Ou je me repose un peu des deux, murmurai-je. Il s'assit sur le banc à côté de moi, pas trop près, juste assez pour partager le silence. Je ne voulais pas être un accessoire, dis-je. Je ne voulais pas qu'il chuchote en essayant de deviner sur quelle étagère me ranger. Ils le font déjà, dit-il simplement. Mais je ne suis pas intéressé à faire partie d'une pièce qui a besoin que vous rétrécissiez pour vous sentir à l'aise. Je le regardais. Ça sonne bien en théorie. Il faut que ce soit bien en pratique aussi. Je me déplaçais, serrant davantage mon manteau. Pierre m'a posé une question avant de partir. Julien attendit. Il a demandé si cet endroit commençait à ressembler à la maison. Il se pencha. « Et qu'avez-vous dit? » J'ai dit que je n'étais pas sûr. Je marquai une pause. Mais la vérité, c'est que j'ai peur de ce qui se passera si je le laisse faire. Parce que ça pourrait ne pas durer. Parce que je pourrais. Les mots restèrent suspendus entre nous, nus, sans défense. Des gens comme moi ne sont généralement pas écrits dans des histoires comme celle-ci, ajoutai-je doucement. C'est peut-être ça, le problème de la plupart des histoires. Je secouai la tête avec un doux rire. Vous dites des choses comme ça si facilement. C'est faux, dit-il. C'est un effort. J'ai dû désapprendre une vie entière de réponses répétées. Je le regardai. Pourquoi moi, Julien? Il expira lentement et régulièrement. Parce que vous n'avez jamais demandé à être vu. Mais quand je vous ai vu, je n'ai pas pu détourner le regard. Ça m'a presque anéanti de nouveau. Il se tourna plus pleinement vers moi. Je veux que vous ayez quelque chose, non par culpabilité ou charité, mais parce que je vous veux ici à vos conditions. Mon front se plissa. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il sortit un petit document plié de la poche intérieure de sa veste. Le projet communautaire du centre-ville, la place du vieux marché. Il y a une propriété commerciale juste au coin. Je l'ai gardée pour quelqu'un qui pourrait en faire quelque chose de significatif. Si vous le voulez, je vous soutiendrai. Je le fixai. Je ne vous le donne pas, dit-il. J'investis dans vous. Vous savez à peine ce que j'en ferai. J'ai une idée. Je me tus puis murmurai. Un salon de thé. Il sourit. Exactement ce que j'espérais que vous diriez. Quelque chose de petit, confortable, un endroit où les femmes peuvent venir parler, pleurer ou simplement s'asseoir. Pas de pression pour être autre chose que soi-même. Alors faisons-le. Mon cœur battit. Vous ne pensez pas que les gens diront que vous jetez simplement de l'argent à votre femme de ménage pour vous sentir noble? Je pense qu'ils diront ce qu'ils veulent, dit-il, mais je saurais que ce n'est pas vrai, et vous aussi. Je regardais le thé dans mes mains, maintenant froid. Je ne veux rien devoir à personne. Vous ne devrez rien. Je cherchais son visage, ayant besoin de le croire. D'accord, dis-je finalement, la voix douce mais claire. D'accord, répéta-t-il comme s'il n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Je vais essayer. Je ferai le premier pas. Ses épaules se relâchèrent. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. La porte arrière s'ouvrit de nouveau et Solange apparut, silhouettée par la lumière intérieure. Ses talons claquèrent sur les marches de pierre. Elle les vit et s'arrêta, un éclair d'irritation traversant son visage avant qu'elle ne le masque par quelque chose de poli. « Julien, appela-t-elle, il vous demande. Nous devons finaliser la proposition de financement de la préservation. » Il se leva, mais ne bougea pas. « Je serai là sous peu. » Elle s'attarda, puis ses yeux glissèrent vers moi. « Je ne savais pas que vous étiez encore là, » dit Solange avec douceur. Je rencontrai son regard. « Je suis là bien plus que vous ne le pensez. » Un instant passa, puis Solange esquissa un sourire contraint et rentra. Julien me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Vous n'avez pas bronché. » J'ai fini de broncher. Il tendit la main et effleura légèrement la mienne. Juste une fois, juste assez.
Je viendrai vous trouver après, dit-il. J'acquiesçai. Et tandis qu'il retournait vers la maison, je restai sur le banc, seul de nouveau, mais pas petite, pas invisible, pas incertaine. La pluie avait cessé, et au fond de ma poitrine, quelque chose de stable avait commencé à prendre racine. Le jour avant l'inauguration, le salon chez Quin et compagnie sentait la lavande et l'espoir. Je me déplaçais lentement dans la pièce, plaçant avec soin les derniers éléments. Serviettes en lin plié avec précision, cartes de menu manuscrites dans de délicats porte-cartes. Un plateau de tasses dépareillées polies jusqu'à une douce brillance. Tout s'était mis en place comme une chanson se construisant vers sa dernière note. Dehors, le crépuscule adoucissait la ville. Une lumière chaude et dorée se déversait par les fenêtres. Quelques voisins passaient, pressant doucement leur visage contre la vitre, curieux. Je pouvais le sentir, quelque chose dans l'air, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Derrière moi, la porte s'ouvrit. Je ne me retournai pas. Je savais déjà que c'était lui. « Toujours au travail ?» demanda Julien doucement. « Toujours en vie », répondis-je avec un petit sourire. Il s'approcha de moi, portant d'une boîte attachée avec une ficelle. « Qu'est-ce que c'est ?» Il la posa délicatement sur le comptoir. « Un cadeau. » « Pourquoi faire? Pour avoir fait ce que je n'ai pas pu. Vous avez transformé cet endroit en quelque chose de réel. » Je lui jetai un regard. « Vous m'avez donné la clé. Vous avez franchi la porte, dit-il. C'était entièrement vous. » Je défis la ficelle et soulevai le couvercle. À l'intérieur, niché dans du papier de soie, il y avait un panneau en bois, les lettres gravées au fer, lisses et simples. « Vous appartenez ici. » Ma gorge se serra. « Je l'ai fait faire après notre première vraie conversation, » dit-il, la nuit dans le jardin. Je ne savais juste pas quand vous le donner. Je fixais les mots, une main posée sur mon cœur. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai jamais reçue. C'est la vérité, dit-il. Je le regardais alors, pleinement, ouvertement. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici, Julien. Vous n'êtes pas arrivé ici, dit-il. Vous avez bâti ici. J'expirais lentement. Demain va être intense. Il acquiesça. La presse, les leaders communautaires, des gens qui voudront vous sourire en face et chuchoter derrière votre dos. Ma bouche s'arrondit. Vous n'êtes pas très doué pour les discours d'encouragement, mais je suis doué pour rester. Ça le figea. Il cligna des yeux, les yeux légèrement embués. Vous l'êtes, dit-il. Mieux que je ne vous l'ai jamais reconnu. Regrettez-vous quelque chose? Demanda-t-il. Tout ça, nous. Je pris une longue pause. Non, je regrette juste combien de temps il m'a fallu pour croire que je méritais tout ça. La pièce redevint silencieuse. Il s'approcha, prenant mes deux mains dans les siennes. Nous ne devons une performance à personne, dit-il, mais nous nous devons la vérité. J'acquiesçai, m'accrochant, puis la clochette au-dessus de la porte tinta. Sophie entra, les joues rouges, une pile de programmes à la main. « J'apporte de la beauté imprimée », s'écria-t-elle. Je m'éloignai doucement de Julien, essuyant mes yeux. Parfait timing. J'ai interrompu quelque chose? Juste une petite épiphanie, dis-je en souriant. Sophie me tendit la pile. Ils iront sur chaque table. J'ai laissé de la place au dos pour que les gens écrivent ce pourquoi ils sont reconnaissants. J'ai pensé que c'était peut-être comme ça que nous ferions la différence. Je lui touchai l'épaule. C'est magnifique. Sophie se pencha, sa voix s'abaissant. On parle en ville. Certains se disaient que tout ça n'est qu'un coup de pub. D'autres se disaient que vous avez plus de grâce que nous ne le méritons. Je la regardai attentivement. Et vous, que dites-vous? Je dis que la ville se réveille enfin à un nouveau genre d'histoire, et je suis fier d'en faire partie. Les trois femmes se tenaient ensemble dans cette pièce tranquille, fatiguée, courageuse, et remplie de quelque chose qu'aucune manchette ne pouvait toucher. Le matin de l'inauguration, doux et doré comme si le monde lui-même avait décidé d'expirer, chez Quin et compagnie sentait la vanille, les baies infusées et la légère agrume des parquets fraîchement cirés. Dehors,
La file s'étendait sur le trottoir, une foule lente et grandissante de citadins curieux, de visages familiers et de nouveaux venus qui n'avaient entendu que des chuchotements sur le salon de thé tenu par une femme qui nettoyait autrefois des maisons et qui maintenant versait la guérison dans chaque tasse. Je me tenais derrière le comptoir, lissant mon tablier avec des mains qui ne tremblaient plus. Sophie voltigeait comme une sœur fière, allumant des bougies, ajustant des fleurs, revérifiant la playlist. Pierre était arrivé tôt, portant une chemise boutonnée que j'avais repassée la veille. Il m'a serré fort, m'a murmuré « Tu l'as fait ». Puis il s'est affairé à aider les invités à signer les cartes de gratitude que Sophie avait placées sur chaque table. Et puis il y avait Julien. Il n'a pas cherché à voler la vedette, ne s'est pas positionné sous les projecteurs. Il se tenait tranquillement au bord de la pièce, sirotant de la camomille dans une tasse blanche ordinaire, vêtu simplement, les yeux me suivant avec une sorte de révérence. Je ne m'étais jamais senti aussi vu. « Prête ?» murmura Sophie en se plaçant à côté de moi. « Non, souris-je, mais ouvre les portes quand même. » Lorsque le loquet tourna et que les portes s'ouvrirent, ce fut comme si le temps s'était replié sur lui-même. La pièce se remplit rapidement, non seulement de gens, mais de chaleur, d'histoire, de premières gorgées et de rires francs, et Dieu qui s'écarquillait à l'odeur de la cannelle et du clou de girofle. Madame Granger de la boutique de fleurs apporta un bouquet noué de rubans verts. Une adolescente demanda si j'avais besoin de bénévoles le week-end. Pasteur Leclerc entra, vêtu de ses plus beaux atours du dimanche, rayonnant comme un pain, regardant son enfant faire ses premiers pas. Je me déplaçais dans tout cela avec grâce, vérifiant les théières, embrassant de vieux voisins, répondant aux questions, remplissant les plateaux. J'étais là non pas en tant qu'hôtesse, non pas en tant que figure de proue, mais en tant que femme qui avait bâti cette vie tasse par tasse, choix par choix. À mi-parcours de l'après-midi, Julien s'approcha du comptoir où je versais du thé à la rose. « J'y pensais, » dit-il doucement. « Dangereux, plaisantai-je. » Il se pencha un peu. « Vous avez une minute? » J'acquiesçais, m'essuyant les mains sur mon tablier. « Juste une. » Il me conduisit par le couloir arrière et dans la petite cour derrière le salon de thé, celle qu'il venait d'aménager la semaine dernière. Il y avait un petit banc en fer, des parterres de lavande fraîche et de douces guirlandes lumineuses au-dessus. « Pourquoi ici ?» demandai-je. Il me tendit un morceau de papier plié. Je l'ouvris lentement. C'était un chèque. Blanc. Je levai les yeux vers lui, surprise. « J'ai vendu la maison du lac, » dit-il avant que je ne puisse parler. « Et je me suis retiré du conseil de marraine. Je me retire de la politique, Julien. Je veux que vous utilisiez cela pour tout ce dont vous avez besoin. Pour grandir, pour vous reposer, pour respirer, sans attache, sans projecteur, juste parce que je crois en vous. » Mes yeux se remplirent. « C'est trop. » « Non, » dit-il doucement, « c'est exactement ce qu'il faut. » Je pliai le chèque en deux, le tins dans ma paume et le regardai. Vraiment. Je ne suis pas tombée amoureuse de l'homme qui donne, dis-je doucement. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui est resté. Il sourit, s'approchant. Je ne vais nulle part. Je n'ai pas besoin de l'argent, ajoutai-je. Je sais, j'ai juste besoin de ça. Je tendis la main, la plaçant sur son cœur. Ici, c'est la seule chose qui m'a fait tenir. Il prit ma main et l'embrassa, ses yeux ne quittant jamais les miens. Puis il sortit quelque chose de petit de sa poche. Je clignai des yeux, le souffle coupé, mais ce n'était pas une bague. C'était une clé. « Qu'est-ce que c'est ?» Le petit cotard près du marais. Il sourit. « Celui dont vous avez dit qu'il sentait le chèvrefeuille et les bons secrets. » Ma bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Vous l'avez acheté. » Je quitte le domaine. Je pensais que vous pourriez y passer parfois. Lire sur le porche. Me laisser brûler le dîner. Je le fixais, le cœur se défaisant de la meilleure des manières. « Vous le faites vraiment. Je veux une vie avec vous, » dit-il simplement. « Pas au-dessus de vous, pas autour de vous, avec vous. » J'avalais difficilement. « Alors faisons-le lentement, » murmurai-je.
Ne nous pressons pas. Bâtissons ce là de la même manière que nous avons bâti le salon de thé. Une étagère à la fois, un battement de cœur à la fois. Il m'embrassa puis doucement, régulièrement, comme un début. Et dans la cour tranquille, sous les lumières qui se balançaient doucement dans l'air printanier, Marie Dubois se laissa croire pleinement, et sans peur, que certaines histoires d'amour n'avaient pas besoin de grandeur pour être belles. Elles avaient juste besoin de vérité. Ce soir-là, longtemps après le départ des invités et l'extinction des bougies, je suis resté seul à l'intérieur du salon de thé. Mes chaussures étaient enlevées, mes pieds étaient doloris, mon cœur rempli. Le panneau « Vous appartenez ici » captait les derniers rayons de lune, brillant faiblement. J'ai ramassé l'une des cartes de gratitude laissées sur une table. Il n'y avait pas de nom, juste une seule ligne d'une écriture soignée. Je suis venu ici pour le thé. Je suis reparti en croyant de nouveau aux gens. J'ai souri, j'ai serré la carte contre moi et je me suis penché en arrière dans ma chaise. Aujourd'hui, quand j'y pense, ce n'était pas une fin parfaite. Non, loin de là. C'était une ouverture, une promesse incertaine, un murmure. Est-ce que ce que nous avons bâti durera éternellement? Est-ce que toutes les voix critiques se sont tues? Non, bien sûr que non. Mais quelque chose de plus important s'est ancré. C'était un peu comme cette carte, laissée anonymement. On vient chercher une chose et on repart avec une autre, plus grande, plus profonde. Ma vie n'est pas un conte de fées avec une fin bien ficelée. Elle est pleine de doutes, de moments où je me demande si j'ai bien fait, si je suis à ma place. Mais pour la première fois, je ne suis pas seul à me poser ces questions. Et c'est peut-être ça, le vrai bonheur. Savoir que la construction continue, qu'il y aura encore des imprévus, des tempêtes, mais que la fondation est solide, et qu'importe ce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est mon histoire, enfin, et elle est loin d'être finie.